Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième numéro de Parlons Golf by GLT Factory, émission spéciale tournoi professionnel cette semaine. J'ai le plaisir d'accueillir Estelle Richard qui est la directrice générale du Alps Tour, la troisième division européenne masculine. Julien Nazarian, le promoteur de l'Obs Open de Provence, est également avec nous puisque l'Obs Open de Provence, vous le savez certainement, a été confirmé pour le mois de septembre prochain au Golf International de Pont-Royal. Nous avons également le plaisir d'accueillir Marc Fary, qui est golfeur professionnel senior, membre du Stasher Tour, le circuit professionnel européen senior, également organisateur de tournois. Bonjour tous les trois. Bonjour à toi Jean-Louis. Salut Jean-Louis, bonjour à tous les trois. Ravi de vous accueillir. On va tout de suite découvrir le sommaire avec, on va profiter de la présence d'Estelle pour faire un point sur le nouveau calendrier de l'Alps Tour qui devrait donc débuter ce mois d'août. Également parler donc avec Julien de l'officialisation de la troisième édition de l'Obs Open de Provence. Et puis avec Marc, on parlera donc de l'annulation, c'est officiel, de la quasi-totalité du calendrier du Stasher Tour 2020. Alors Estelle, raconte-nous un petit peu donc comment ça va se passer pour cette deuxième partie de saison sur l'Alps Tour. Après beaucoup d'émotions et beaucoup de maux de tête, on va enfin pouvoir redémarrer. Ça, c'est vraiment une super annonce parce que tu m'aurais parlé, quand on en a parlé il y a quelques mois, on n'était pas du tout sûr d'être dans ce cas-là. On va être capable, parce qu'on a joué que 2 tournois en Égypte en ce début d'année finalement. On va être capable de redémarrer la semaine du 10 août en Autriche avec le Gosser Open qui est le plus vieux tournoi du Alps Tour, qui a plus de 20 ans. Donc ça, c'est quand même une chose assez fantastique. Et ensuite, on va avoir, en gros, je pense, entre 8 et 11 tournois. 8, c'est sûr, de plus, donc ce qui fera minimum 10, plus 3 éventuellement en Égypte si on arrive à organiser quelque chose là-bas d'ici le mois de novembre. Mais en tout cas, on démarre avec un tournoi en Autriche, on aura 3 tournois en Italie, on aura 2 tournois en Espagne et 2 tournois en France, dont l'Open international de la Mirabelle d'Or, qui est un des plus anciens tournois du Alps Tour en France. Et qui reste, dont la date reste à confirmer, mais probablement début novembre, l'Open international de Saint-François en région Guadeloupe. Ça, ouais, c'est plutôt un beau programme. Du coup, oui. Alors au niveau sportif, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir quand même donc des accessions potentielles pour le Challenge Tour ou pas du tout? Oui, après de multiples discussions. Nous allons obtenir, au départ nous avions obtenu qu'une seule place au lieu des 5 normalement attribuées chaque année à chaque satellite tour. Nous allons obtenir 3 places pour l'année prochaine, 2 qui seront faciles d'accès avec des catégories qui posent aucun problème. Une 3e place qui est plus compliquée, mais nous sommes en train de regarder avec le comité du Alps Tour pour trouver des solutions d'invitation pour permettre donc à ces 3 joueurs qui seront qualifiés pour le Challenge Tour de jouer un minimum de tournois sur le Challenge Tour l'année prochaine. Donc ça, c'est quand même positif parce qu'il y a 2 mois, on n'avait rien. Donc, oui. Donc on est content et ça pouvait remettre en cause totalement le circuit parce que nous, au niveau des satellites tours, malheureusement, on n'a aucun appui ni du Challenge Tour, en tout cas pas financier, du European Tour. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se débrouille surtout, et financièrement, et sportivement, etc. Et que pour la survie de tous les satellites tours, il faut absolument qu'on arrive à organiser un minimum de tournois et qu'on arrive à faire une saison régulière et qu'on arrive à organiser des cartes d'accès pour la saison suivante. Donc, c'était ça le point le plus compliqué. Je crois qu'on y arrive là et je crois que même si la saison sera plus courte que d'habitude, ce sera une saison. Et on fera tout pour que ce soit une belle saison. Voilà. Oui. Alors, on parlera justement des protocoles sanitaires sur lesquels tu es en train de plancher, justement, parce que ce sera aussi une question pour Julien Nazarian. On va justement retrouver Julien. Donc, félicitations. Julien, la 3e édition de l'Obs Open de Provence aura bien lieu au Golf International de Pont-Royal du 24 au 27 septembre prochain. Merci Jean-Louis. Écoute, ça y est, nous y sommes. Après quelques mois de travail, on est juste ravis, quoi. C'est le cri du cœur après la crise covidienne. On s'est tous retroussé les manches
Éric Pommier, moi, Jérôme Lorédy, parce qu'on est tous une équipe et on est tous copains maintenant. On travaille tous ensemble et c'est vrai, c'est pas du pipeau et on est juste ravis que ça se fasse. Il y a quelques mois, on était complètement dans l'expectative. On savait pas, un peu comme le Stay Shore malheureusement aujourd'hui, on savait pas quelle tête allait avoir le circuit du Challenge Tour. Vraisemblablement, et je crois que c'est quasiment certain, on sera les seuls cette année. Bah écoute Jean-Louis, on le prend, on le prend. Ouais, les seuls en France, puisque donc c'est vrai, c'est officiel aussi. Les 3 autres tournois du Challenge Tour qui ont lieu régulièrement en France, en plus de l'Ops Open de Provence, sont annulés. Donc l'Open de Bretagne, l'Open des Hauts-de-France et puis également l'Open du Vaudreuil qui est organisé sur le parcours du Vaudreuil chez Jean-Claude Forestier. Et Marc Fary, donc ça c'est la mauvaise nouvelle. T'as assisté à une réunion en visioconférence avec Yves Pellet, donc le directeur exécutif du circuit européen, il y a quelques jours, pour vous annoncer donc la mauvaise nouvelle et l'annulation de la quasi-totalité du calendrier du Stay Shore Tour 2020. Oui, absolument, Jean-Louis. Ça a été une surprise pour la plupart des membres du comité, dont je fais partie. Toutes les 2 semaines, on faisait cette fameuse visioconférence et on évoquait, pas plus tard encore qu'il y a 15 jours, on évoquait d'avoir 7 ou 8 tournois cette saison avec un début de tournoi, un début de saison en août avec l'Open d'Irlande, suivi en septembre d'un tournoi que Jean Van Velde organise à Arras. Enfin bref, il y avait 7 ou 8 tournois qui étaient apparemment bouclés avec suffisamment de partenaires financiers pour les créer et les organiser. Et puis là, Keith Pelly, dès qu'il a pris la parole, il nous a dit, voilà, j'ai une très mauvaise nouvelle. Notre médecin conseil du circuit européen nous a recommandé que cette saison 2020 soit interrompue, arrêtée pour vous, parce que vous êtes ce qu'on peut appeler une population à risque. Bon, les papis. Celle-là, elle est pas mal. Il a même continué en disant la population à risque étant 45 à 60 ans. Alors, bon, tu me connais, Estelle me connaît, Julien un peu moins, mais j'ai pris mon meilleur anglais et je lui ai dit mais vous savez, on a aussi des très bons médecins en Europe. Et que ce soit des Belges, des Allemands, des Français, des Suisses ou Italiens ou Espagnols, pour eux, la population à risque, c'est plutôt des gens de 65 ans et plus. Alors là, il y a eu un froid terrible. Et comme tu peux imaginer. Et oui, mais les frogs, c'est pas bon quand ils parlent. Ah ben, ça, c'est clair. Enfin bref, la fin de l'histoire, malheureusement, est assez triste parce que en fait, on ne va pas jouer du tout pendant 1 an parce que notre dernier tournoi de la saison 2019 s'est fait comme d'habitude à Maurice. Et là, si tout va bien, on devrait en principe redémarrer la saison 2021 en décembre 2020 par les Seychelles, l'île Maurice et vraisemblablement Madagascar. Donc on ferait 3 tournois de suite du 1er décembre au 19 décembre, à peu près. Oh, ça a de la gueule, ça. Hein. C'est pas plus mal. Mais bon, avec toutes les précautions qu'il faut prendre, parce que si jamais, personne ne le souhaite, bien évidemment, mais si jamais le virus reprend un petit peu de force et décide de s'installer, ne serait-ce que dans l'océan Indien ou même en Europe à partir du mois d'octobre-novembre, je pense que tous les plans vont tomber à l'eau. Oui, justement Marc, tu fais bien d'en parler parce que Estelle est en train de plancher sur ce fameux protocole sanitaire pour la reprise de l'Alps Tour. Comment ça se passe Estelle? Parce que c'est un vrai casse-tête, on en parlera aussi avec Julien et avec Marc. Forcément, il y a plusieurs nations qui sont présentes sur un même tournoi de golf. Alors beaucoup d'Européens, mais là on sait que les frontières vont réouvrir aussi, les vols vont commencer à reprendre. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir aussi une période de quatorzaine ou de quarantaine pour vous?
Alors, nous, notre idée, c'est qu'on ne reprend pas s'il y a des quarantaines ou des quatorzaines ou des choses comme ça, parce que nous ne sommes pas une population à risque, mais en revanche, nous sommes une population socialement et économiquement faible, avec énormément de talent golfique et sportif, mais peu soutenu financièrement. Je parle des joueurs en premier, je ne parle pas même pas du tour, je parle d'abord des joueurs qui démarrent leur carrière pour la plupart et donc qui ne sont pas dans une situation avec des millions de sponsors et de contrats de sponsoring derrière eux. Donc on a dit qu'on redémarre quand il est raisonnable de redémarrer. Ce que nous avons décidé au sein du comité, que le comité a décidé, c'est que si les frontières n'étaient pas réouvertes au-delà de l'Europe, et ce qui risque d'être probablement le cas malgré tout dans certains pays, pas dans d'autres, etc., on a quelques joueurs qui sont au-delà de l'Europe et que nous protégerons pour l'année prochaine, puisqu'ils ne seront pas en mesure de se déplacer. Donc ceux-là bénéficieront d'une espèce d'exemption Covid pour l'année d'après. Je pense que pour le reste de l'Europe, il n'y aura aucun souci, tout le monde pourra se déplacer. Même pour le premier tournoi en Autriche, les demandes de tests avant de voyager, etc., seront probablement levées d'ici le 1er août, même peut-être avant le 1er juillet. Donc c'est des choses qui sont où on est tranquille. Si on rentre dans ces process-là, c'est impossible de se déplacer, de voyager, etc. Mais tout ce qui est intra-Europe, y compris UK, je pense qu'il y a plein de choses qui vont se libérer d'ici en tout cas d'ici le 14 juillet ou d'ici le 1er août qu'on joue, c'est sûr. Ouais. Donc nous ne sommes pas très... on est assez optimiste sur ce plan-là. Là où c'est beaucoup plus complexe, et parce qu'il y a autant de médecins et autant d'avis divergents, c'est créer une bulle comme a fait le PGA Tour ou comme veut faire le European Tour en Angleterre, c'est pas possible. D'abord parce qu'on va pas passer 6 semaines dans un même pays. Ensuite, pour discuter avec un certain nombre de médecins, et on le voit, les tests. Je suis pas médecin, mais bon, j'ai pas l'impression qu'on ait une efficacité réelle des résultats. Donc, un coup, on a quand même beaucoup de négatifs dans les tests actuels. Donc, l'idée, c'est de dire probablement pas de test, comme fait le European Tour pour ça. En revanche, on fera très probablement, prise de température systématique tous les jours, vérification des symptômes tous les jours, et avoir un médecin référent sur place dans chaque pays, à proximité. Et s'il y a le moindre problème, on retire le joueur et on le sort on l'empêche de rentrer sur le site, en fait. L'idée, c'est ça. Ouais, par rapport à ce que disait Estelle aussi, Marc, forcément, il y a aussi toutes ces mesures sanitaires à prendre en compte. Comment as-tu justement vécu un petit peu cette discussion avec Yves Pelli et le circuit européen? On a l'impression un petit peu quand même que vous êtes laissé pour compte par rapport à la situation économique du Tour notamment. Oui, absolument, parce que dans les différents visioconférences calls qu'on a eues par ces dernières semaines, Yves Pelli nous a expliqué en faisant un monologue d'1h30 que 1h30 montre en main. Ça fait cher de l'heure. Qu'il fallait être, une fois de plus, dans un vrai protocole sanitaire que le Royaume-Uni lui avait demandé de faire. Donc, pour revenir un petit peu sur ce que disait Estelle tout à l'heure, il est clair que chaque pays va avoir des médecins très très compétents, mais tous ces médecins très compétents vont eux aussi trouver une solution différente que la solution qu'a trouvée Andrew Murray, donc le médecin affilié à European Tour, le médecin conseil d'European Tour, par rapport aux exigences du gouvernement du Royaume-Uni. Le gouvernement du Royaume-Uni, et c'est pour cela qu'ils ont fait 6 tournois de suite, a décrété plusieurs choses. La première concernant le golf, c'est qu'il faut que les joueurs se fassent tester à l'arrivée du golf. Et c'est un test qui coûte assez cher, d'après ce que Yves Pelli nous disait. Donc son dilemme, c'était de savoir, est-ce que c'est les joueurs qui vont payer le test ou est-ce que c'est l'European Tour qui va payer? Parce que c'est non seulement les joueurs, mais c'est les cadets, ce sont les gens de la télé, enfin bref, le staff. Tout ce qui circule pour qu'un tournoi se passe bien. Tu as en règle générale 156 joueurs, 156 cadets,
ça fait déjà 310. Tu as 20 mecs du tour, ça fait 330. Plus les accompagnateurs et les gens de la télé, tu as plus de 400 personnes qui sont là. Oui. Je ne parle pas des spectateurs parce qu'il n'y en aura pas. Mais tu auras plus de 400 personnes qu'il faut tester le premier jour à l'arrivée et il faut les retester encore quand ils vont à l'hôtel. C'est pour cela qu'un des critères que Kispeli a trouvé, c'était de dire il faut qu'il y ait un hôtel sur le site du parcours de golf que l'on va jouer. Oui. Et c'est d'ailleurs, tu regardes les 6 tournois qui vont jouer, tu as Celtic Manor où tu as un magnifique hôtel, ils ont 2 tournois de suite. Tu as le Belfry où il y a un superbe hôtel, etc. Bref, tous les tournois que European Tour va jouer pendant ce British Swing qui va durer 6 semaines, 6 tournois, tu as un hôtel sur place. Ça, c'est clair. Alors, nous, il est évident que Arras, tu n'as pas d'hôtel sur place. Oui, petit. Il est petit. L'Open d'Irlande qu'on devait faire en août, il n'y a pas d'hôtel sur place non plus. L'Open d'Autriche, où on joue à Murhof, là, il y a un tout petit hôtel, mais il n'y a que 14 ou 15 chambres. Donc, si tu veux, ça ne va pas. En revanche, les Seychelles et Maurice, là, ça fonctionne. Madagascar, il n'y a pas d'hôtel sur place non plus. Ouais. Alors là aussi, je me suis un petit peu agacé, si je puis dire. Oui, parce que je te coupe, Marco, mais on rappelle que tu es l'organisateur du tournoi de Madagascar. Donc, tu as réussi à organiser une brillante première édition l'année dernière. Multiple casquette. Exactement, non, c'est gentil, mais à mon âge avancé, c'est normal d'avoir plusieurs casquettes. Mais non, effectivement, en tant qu'organisateur et non pas en tant que joueur, je me suis permis donc d'expliquer à Kispeli que moi, si je ne fais pas ce tournoi dans la foulée de Seychelles et Maurice, si Seychelles et Maurice ont lieu, le gouvernement malgache qui est complètement derrière moi et qui met beaucoup d'argent, il ne va pas comprendre qu'en tant que voisin, parce que Madagascar-Maurice, c'est 40 minutes d'avion. Il ne va pas comprendre qu'on n'accepte pas que l'Open de Madagascar se joue parce qu'il n'y a pas d'hôtel sur place. Donc, bref, les conditions drastiques que l'European Tour a trouvées pour qu'il puisse être agréé par le gouvernement anglais, Royaume-Uni, ça ne marche pas dans tous les pays, tu vois. En France ou en Belgique ou en Italie ou en Espagne, on ne va pas avoir les mêmes mesures. Que tu testes les gens, que tu mettes le masque quand tu rentres dans le clubhouse, que tu n'aies pas de cadet, parce que je crois que sur le Challenge Tour, il n'y aura pas de cadet. Sur le Senior Tour, ils ne voulaient pas de cadet non plus. Je pense que toi, Estelle, tu n'auras pas de cadet non plus. Nous au moins au début. Après, on verra. C'est-à-dire je pense qu'on va faire des choses un peu plus strictes sur les 2, peut-être 3 premiers tournois. Et puis, si les choses, selon comment les choses évoluent, on va aussi évoluer. Mais voilà. Nous, on n'a pas encore, au niveau du Challenge Tour, on n'a pas encore reçu le détail du protocole sanitaire. Il n'est pas encore prêt. La seule chose qu'on a discuté, c'est effectivement sur le sujet de l'hôtellerie. C'est vrai qu'à Pont-Royal, on a la chance d'avoir 2 hôtels qui sont directement sur site, sur le domaine, même si ce n'était pas un critère pour maintenir cette 3e édition. C'est vrai que c'est quand même, dans le contexte sanitaire actuel, c'est quand même bien et confort, puisque le Challenge Tour, on a beaucoup discuté, j'ai beaucoup discuté avec Alain Soultret, même s'il est en semi-retraite, il ne peut pas lâcher son tour comme ça. Et c'est vrai que le fait d'avoir ces hôtels sur place, c'est quand même très, très confortable et ça évite de disséminer les joueurs qui viennent de l'étranger tout simplement à l'extérieur du domaine de Pont-Royal, sur maison d'hôtes, hôtels, échelle habitant, etc. Oui, et alors c'est vrai que j'y reviens aussi, Julien, mais la condition sine qua non pour vous, en tout cas l'obligation formelle que vous avez mis dans les pourparlers pour que le tournoi ait lieu, c'était la présence du public. Donc ça sera quand même une nouveauté par rapport au tournoi du Alps Tour ou du tournoi de l'European Tour. Tout à fait. Il y a quelques semaines, j'ai dit clairement à Alain que pour nous, un tournoi sans public, il ne faut pas oublier que le Challenge Tour, c'est un tournoi de promotion
pour les jeunes joueurs qui joueront dans 5 ans, 10 ans la Ryder Cup, en tout cas on l'espère. Mais c'est un circuit de promotion. On ne peut pas un tournoi tout simplement sans public, dans la mesure où nous n'avons pas encore la télé en direct. Ça n'a pas de sens. On est là pour partager notre passion, pour recevoir du public. Nos partenaires ont leurs invités. C'était effectivement une condition. Et j'espère, même si on mettra bien entendu toutes les mesures, tout le protocole en place, j'espère que la situation sera encore meilleure qu'aujourd'hui. Oui, alors on espère forcément que la situation sanitaire, dans un premier temps, va forcément s'améliorer dans tous les pays européens pour que, justement, pour vous, en termes d'organisation, ce soit aussi un petit peu plus simple, entre guillemets, pour organiser ces différents tournois. L'émission touche à sa fin, messieurs, dames. J'aimerais rapidement faire un tour de table avec vous et ouvrir un débat. Quelles sont pour vous les possibilités d'avenir pour ces fameux tournois et ces circuits professionnels? Parce que forcément, le nerf de la guerre est aussi l'argent, avec les revenus publicitaires et les droits audiovisuels. Là, c'est quand même de plus en plus compliqué. On sait, Marc Fary, que le circuit européen est quand même très moribond depuis plusieurs années et que là, ce sera peut-être le coup de grâce. Estelle, les tours satellites aussi, il y en a plusieurs. Ce n'est pas évident, comme tu l'as signalé tout à l'heure, au niveau financier. Quelles sont justement vos idées peut-être pour trouver de nouvelles ressources ou pour relancer ces différents circuits? Estelle, s'il te plaît. C'est très compliqué. Il va falloir être très créatif et en même temps, ça reste un sport avec ses règles, etc. Ce que j'espère, c'est qu'au plus haut niveau, cette crise puisse faire avancer les discussions entre les Américains et les Européens, parce qu'il va bien falloir qu'un jour ou l'autre, on aille vers un circuit mondial. On a beau tourner autour du pot et de ne pas vouloir discuter. Je ne vois pas comment le golf pourrait se passer d'un circuit mondial, quoi qu'il arrive. Les filles ont bien réussi à avoir des accords plus intelligents, plus intéressants entre la LPGA et le Ladies European Tour. Si les filles y arrivent, je ne vois pas pourquoi les garçons n'y arriveraient pas. Il faut juste mettre peut-être un peu plus d'ego dans la poche et puis avancer sur les discussions. Sachant que Estelle, tu as donc co-organisé avec le Let Access, avec Diane Barnard, donc la directrice générale du Let Access, la 2e division européenne, un tournoi mixte à Saint-Malo l'année dernière et ça a été un réel succès. C'était un succès. Malheureusement, on n'a pas pu le faire cette année parce que c'était prévu début juillet et que c'était compliqué de le déplacer en septembre. Enfin, les calendriers, après, on n'avait aucune visibilité sur quand on allait pouvoir reprendre. Trouver une date commune sur 2 calendriers différents, c'est pas simple. Mais en tout cas, je suis quasi certaine qu'on pourra continuer les prochaines années. C'est peut-être une solution. Je ne suis pas sûre que ce soit la solution miracle non plus, la mixité. Et ça ne marchera pas sur tous les circuits. Mais on peut peut-être trouver d'autres formules de jeu plus attrayantes ou en tout cas, il faut trouver plus de coopération entre les circuits ou entre les niveaux, où il faut plus d'interaction, plus de discussion, plus de coopération. Sachant que pour toi aussi, Marc Fary, on le rappelle, donc tu es aussi organisateur de tournois avec notamment l'Open de Madagascar que tu as brillamment organisé sur le Stage Tour l'année dernière, mais aussi organisateur de tournois pay and play qui ont lieu généralement donc au creux de la saison, plutôt en début d'année, avec des joueurs seniors. Là, du coup de l'annulation du Stage Tour, ils t'ont tous appelé pour essayer de savoir comment tu allais organiser et si tu allais organiser des pay and play dans les prochains mois. C'est peut-être aussi une voie justement de développement. Oui, non, c'est pas faux ce que tu as dit. J'ai eu beaucoup de coups de téléphone là, depuis 48 heures, 72 heures, parce qu'effectivement, la plupart des joueurs du Stage Tour se tournent les pouces là déjà à cause du confinement, mais comme on est tous un peu sortis, ils se tournent les pouces parce qu'il n'y a pas de tournoi à jouer. Donc oui, je pense que les pay and play peuvent être une solution, c'est-à-dire des tournois courts, 1 jour de pro-am, 2 jours de tournoi pro, ou 2 jours de pro-am, 1 jour de tournoi pro. Tout ça donc ça ferait 3 jours de tournoi. Mais pour revenir sur le Tour européen, qui à mon avis ne va pas très très bien au niveau financier, je rejoins ce que Estelle a dit. Je crois qu'il va falloir être très créatif et surtout changer les modes de vie. Aujourd'hui, un tournoi de l'European Tour, si tu veux faire une dotation à 1 million d'euros, qui est une toute petite dotation, malheureusement, même si 1 million, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, tu as un budget total qui va être à 2 millions. Donc, il va falloir que les gens d'European Tour mettent un peu l'ego dans leur poche, comme a dit
très justement Estelle, mais surtout qui changent un peu leur fusil d'épaule parce que ils font payer les promoteurs beaucoup trop d'argent. La télé coûte trop cher, alors qu'on pourrait très bien utiliser les réseaux sociaux ou utiliser la webcam et passer tout ça tranquillement à des coûts beaucoup moins importants. Il y a plein de solutions à faire pour réduire les coûts. Je ne pense pas qu'on va avoir sur l'European Tour dans les prochaines années de nouveau des tournois à 6, 7 ou 8 millions de dollars. La concurrence contre le PGA Tour, ça rime à rien. On ne pourra jamais concurrencer le PGA Tour. Aujourd'hui, tu as 28 des meilleurs joueurs européens qui jouent full-time sur le PGA Tour. Et ils ne vont pas partir. Même si tu mets que des tournois à 6 ou 7 millions de dollars en Europe, ce qui, à mon avis, est mission impossible. Mais même si par un coup de baguette magique, tu arrives, il y a un tel accueil aux États-Unis, pour avoir joué quelques tournois dans le passé, tu as un tel accueil, tu as un tel public et tout un système qui est fait qu'il va falloir qu'il soit très, très créatif. Oui, c'est vrai aussi la possibilité. Julien, tu es le promoteur donc, de l'Obs Open de Provence et on connaît la difficulté justement pour intéresser des partenaires pour être présent lors de la semaine du tournoi. Peut-être qu'il y a une possibilité aussi, et on commence à la mettre en place avec le Golf International de Pont-Royal, pour que les partenaires soient peut-être partenaires à l'année du Golf International de Pont-Royal avec en point d'orgue le tournoi professionnel. Est-ce que tu penses que c'est une idée qui peut être envisageable ? C'est vrai que créer un écosystème autour d'un tournoi international et d'un golf international, c'est sûr que ça va apporter de l'eau au moulin. Ceci étant, je pense que ce n'est pas suffisant. Beaucoup de choses ont été dites. Moi, je vois deux choses. D'abord, il faut que nous, golf français, européens, on continue à améliorer notre image, à attirer les jeunes avec de nouvelles formules de jeu, avec le golf scolaire, plein de choses, mais parce qu'on est en concurrence avec d'autres sports. Mais ça, je n'ai pas de doute sur le fait que ça va continuer à se développer. Et ensuite, je pense, à titre personnel, et ça a été clairement dit, moi je crois à un partenariat avec le PGA Tour à mettre en place d'ici fin d'année, début d'année prochaine, pour nous tirer vers le haut. C'est vrai que l'European Tour a besoin de la Ryder Cup pour plein de raisons, dont des raisons financières, hein, tout le monde le sait. Mais la Ryder Cup, c'est notre coupe du monde de foot à nous, et c'est génial, mais c'est que tous les 2 ans. Et moi, je milite à fond pour qu'on signe un partenariat avec le PGA Tour sans être vendu au PGA Tour, mais mettre en place un partenariat, clairement. Oui, c'est vrai que… Vas-y, Marc. Que, très rapidement, j'ai écouté un petite interview de Steve Stricker il y a quelques jours, et lui, capitaine de l'équipe américaine pour la Ryder Cup de cette année, n'est pas du tout favorable à avoir une Ryder Cup sans public. Lui, il a dit, pour moi, la Ryder Cup, qu'il ait joué plusieurs fois, s'il n'y a pas le public, ça ne sert à rien, donc autant pas la faire, on la refera l'année prochaine. Oui. Mais les Américains peuvent se permettre de dire ça. L'European Tour, malheureusement, même si la Ryder Cup ne se passe pas en Europe, ils touchent quand même un certain pourcentage des royalties, et je pense que pour eux, il est extrêmement important que la Ryder Cup se fasse cette année. Donc attention là-dessus, parce que si Stricker il dit moi j'ai pas envie que ça se fasse, et s'il y a quelques joueurs qui le suivent, un peu à l'image de Tiger Woods ou autre, il n'y aura peut-être pas de Ryder Cup cette année. Oui, c'est possible. En tout cas, il y a toujours forcément des négociations en cours. Et tant qu'on n'aura pas de réponse officielle, il y aura toujours justement cette éventualité qu'il n'y ait pas de Ryder Cup cette année. En tout cas, je pense qu'on a été complet justement sur l'organisation de vos différents tournois et du circuit Alps Tour avec Estelle. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Bon courage pour l'organisation de vos tournois respectifs. Et Marc, j'espère que donc tu pourras peut-être organiser le tournoi à Madagascar à la fin de l'année. J'espère. Tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et bon courage pour la Merci. N'hésitez pas à commenter, à partager cette émission avec le hashtag Parlons Golf.
Et à très bientôt pour une nouvelle émission Parlons Golf by GLT Factory. Merci à tous. Salut. À très bientôt. Salut Bye. Julien. Bye. Salut.